Bonjour à tout le monde. Avant de commencer cette séance, je voulais juste préciser que l'interprétariat simultané est disponible, donc n'hésitez pas pour ceux qui souhaitent se faire aider à ce niveau-là, il suffit de le demander. Dans le cadre de cette séance intitulée Ma déclaration, nous avons souhaité interroger ce texte fondamental qu'est la Déclaration universelle des droits de l'homme adoptée en 1948 par les Nations Unies, l'interroger à partir de préoccupations actuelles d'un certain nombre de personnalités marocaines et internationales qui nous viennent soit du monde de la culture, de l'art ou des médias. Et c'est dans ce cadre qu'on accueille avec un grand plaisir le professeur Ali Belmkhlouf. Alors, quelques mots sur Ali Belmkhlouf. Il est natif de la ville de Fès, donc c'est un compatriote. Il est agrégé de philosophie, actuellement professeur à l'université de Paris-Est, Créteil-Val-de-Marne. Il est membre de l'Institut universitaire de France et l'auteur d'une trentaine d'ouvrages qui portent sur des thématiques très diverses, sur l'identité, sur l'art, sur la raison, sur le droit, sur les institutions, la politique et la logique, principalement d'un point de vue philosophique, puisqu'il est philosophe, mais il se définit d'abord par son activité d'enseignant et d'acteur de transmission du savoir. Il a principalement publié récemment deux ouvrages majeurs qui sont Pourquoi lire les philosophes arabes, qui a été édité chez Albin Michel en 2015, et La conversation comme manière de vivre, édité chez Albin Michel en 2016. Alors le professeur Ali Belmkhlouf va nous entretenir d'une approche en partant des préambules de la Déclaration universelle des droits de l'homme, et principalement du 5e considérant qui traite de la question de la foi dans les droits fondamentaux. Donc je vais lui donner la parole et on aura l'occasion par la suite d'avoir un petit échange à partir de son intervention. Merci beaucoup Simstafa, merci de cette introduction, merci de l'invitation par le comité des droits de l'homme du Maroc. Il est vrai que j'ai orienté ma réflexion sur les considérants par lesquels commence la Déclaration universelle des droits de l'homme. Nous fêtons cette année le 70e anniversaire. C'était une déclaration qui donc avait eu lieu en 1948. Beaucoup de pays colonisés n'ont pas pu faire partie de la commission. Donc le Maroc par exemple. Dans les pays musulmans, seuls l'Arabie Saoudite et le Pakistan avaient pu faire partie en 1948. Le Pakistan venait d'être créé. Et l'Arabie Saoudite, et tous les deux ont posé leur veto à cette Déclaration universelle des droits de l'homme. Ça, c'est le contexte. Maintenant, sur ces considérants, je voudrais d'abord mettre l'accent sur un point important, c'est une déclaration qui advient en 1948, c'est-à-dire peu d'années après la Seconde Guerre mondiale. Et la première chose qui frappe dans ces considérants, c'est que l'humanité est considérée comme une famille. Le mot famille advient ici, et ce n'est pas un hasard, c'est-à-dire que l'humanité doit refaire famille après les horreurs nazies qui ont eu lieu. Et que précisément tous les membres de l'humanité puissent se considérer comme les membres d'une même famille.
Le second point sur lequel je voudrais insister, c'est qu'une déclaration, c'est une exigence. Une déclaration de droit, elle est d'abord une déclaration, elle n'est pas une description. Elle dit la norme, elle ne dit pas le fait. Et en disant la norme, en déclarant la norme, elle s'inscrit dans un principe dynamique qui fait qu'après, elle peut devenir principe de droit. C'est-à-dire qu'une déclaration de droit franchit une étape ultérieure qui est le fait qu'elle devienne principe de droit. Elle s'inscrit dans les droits des différentes nations et c'est ce qu'on appelle les droits des droits de l'homme. Les droits des droits humains, c'est quand les principes de la Déclaration universelle sont inscrits dans les différentes constitutions. Le premier considérant dit ceci: considérant que la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine et de leurs droits égaux et inaliénables constitue le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde. Vous voyez bien cette indication sur la famille qui insiste sur la part inéluctable et irréductible de l'humain, mais en même temps ne la définit pas. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de durcir en mots par une définition ce qu'est une famille humaine. Mais comme je le disais tout à l'heure en introduisant à cette question, la famille ici c'est pour refaire le lien qui a été dissous par la Seconde Guerre mondiale, puisqu'on est à 3 ans après, et j'insiste beaucoup sur cette notion de famille qui intervient ici. Seconde idée, cette fois-ci juste après les considérants dans le premier article, il est dit que la déclaration consacre l'amitié entre les nations. Alors qu'est-ce qu'on entend ici par amitié? Intervient le mot amitié et intervient le mot fraternité. Ce sont bien sûr des vertus compatibles et bien évidemment complémentaires. L'amitié entre les nations, c'est pour contrer les hégémonies, pour qu'une nation particulière n'espère pas à une universalité telle qu'elle puisse précisément de nouveau prétendre à une forme de colonialisme. Donc l'amitié, vous le savez, entre les personnes, c'est la réciprocité. Et là, pour les nations, c'est pour contrer l'hégémonie. Et la fraternité, c'est intéressant. C'est pas non plus une idée, si vous voulez, si abstraite que cela. Il est dit que la fraternité, c'est pour agir ensemble. Aujourd'hui, on parle beaucoup du vivre ensemble. Permettez-moi d'avoir, moi, une réticence à l'égard de cette expression, parce qu'on vit ensemble, bien évidemment, mais on vit juxtaposé, mais on vit sans commune mesure. En réalité, agir ensemble, c'est avoir un projet où on est ensemble engagés. Et donc, quand la déclaration dit que la fraternité fait que les êtres humains, je cite, sont appelés à agir les uns vis-à-vis des autres dans un esprit de fraternité, l'action suppose une interaction et permet d'écarter cette idée complètement langue de bois aujourd'hui du vivre ensemble. Vivre ensemble, on vit ensemble. Il faut trouver un projet d'action qui nous soit précisément commun. Et j'arrive précisément au titre de ma communication, l'insistance sur le 5e considérant, le considérant qui dit que on a une foi à nouveau renouvelée dans les droits fondamentaux. Et le mot de foi ici interroge, je cite, considérant que dans la charte, les peuples des Nations Unies ont proclamé à nouveau leur foi dans les droits fondamentaux de l'homme, dans la dignité et valeur de la personne, dans l'égalité des droits des hommes et des femmes, et qu'ils se sont déclarés résolus à favoriser le progrès social, instaurer de meilleures conditions pour une vie meilleure. Eh bien, cette foi, d'abord, évitons une ambiguïté, il ne s'agit pas du tout d'une foi religieuse, puisque bien évidemment la Déclaration universelle des droits de l'homme intègre des peuples sans religion, sans les religions monothéistes. Je parle précisément de toutes les peuples d'Asie, 60% de la population mondiale, et donc précisément, il ne peut pas s'agir d'une foi religieuse, il s'agit
de concilier l'humanité à travers des conceptions communes de droit et de liberté. Et le mot foi, vous allez me dire pourquoi il est choisi. Le mot foi est choisi pour dire qu'on ne fait pas simplement, pour deux raisons principales, on ne fait pas simplement une reconnaissance des droits et des libertés par une déclaration, mais on indique qu'il y a un projet d'avenir pour ces peuples. Et ce projet, c'est une aspiration. La foi, ici, c'est pour indiquer qu'on aspire précisément à vivre dans un climat de paix qui assure la liberté, etc. Première indication. Et la seconde indication, plus forte que la première, il ne s'agit pas simplement d'aspirer à vivre dans un climat de paix qui assure les libertés, mais il s'agit de dire que rien, mais rien ne vient ébranler cette foi, elle n'a pas besoin de justification. C'est pourquoi le mot foi est pris ici, c'est pour dire qu'il n'y a pas de justification, il n'y a pas de raison à donner. C'est un saut que l'on fait dans les droits de l'homme. Vous ne pouvez pas dire, mais alors pourquoi les droits de l'homme? C'est quelque chose qui ne se discute pas. Et cela, quand on va rentrer dans les éléments pratiques, par exemple la torture, et vous le savez depuis 2001, certains, les États-Unis en particulier, ont cherché à la rendre discutable. Eh bien, la déclaration de 48, en disant la foi dans les droits fondamentaux de l'homme, c'est pour dire que la torture doit rester un interdit majeur qui n'entre pas dans une forme de dialectique possible. La jadel fait la torture. Donc ça, c'est un point très très important. Elle ne se justifie pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la personne humaine est défendue comme personne première qui ne dépend d'aucune raison. On ne peut pas relativiser les personnes par rapport à une raison d'État et on ne peut pas relativiser ces droits fondamentaux par rapport à tel ou tel prétexte de raison. Aspiration d'un côté et absence de justification de l'autre pour dire que rien n'est dérivable, déductible, secondaire à partir de ces droits fondamentaux. Alors ces droits fondamentaux, ce n'est pas des droits qui sont inscrits dans une charte inaccessible, c'est parler et agir, comme je fais ici et personne ne me censure, parler, se mouvoir, c'est les droits quotidiens de la vie ordinaire et je crois que c'est très important d'insister que les droits fondamentaux sont menacés et sont menacés des droits élémentaires de pouvoir s'adresser aux autres et de pouvoir précisément aller et venir. Alors, un rapide historique sur les déclarations qui ont précédé 48 et qui ont quand même un peu inspiré 48 et qui ont eu une valeur symbolique pour d'autres États, même si elles ont été formulées ici ou là. La déclaration américaine de 76 et la déclaration française de 89. Pourquoi je les mentionne? Parce qu'il y a cette histoire de la foi qui revient. La déclaration de 76 aux États-Unis invoque Dieu et invoque la nature en disant précisément que c'est un acte de foi, cette déclaration, et que les individus, s'ils vivent une longue suite d'abus, ils peuvent précisément se soustraire au despotisme absolu de leur État. Et la seconde déclaration, donc Dieu est mentionné, la nature est mentionnée dans la déclaration américaine de 76. La déclaration de 89 en France mentionne l'être suprême et indique des droits inaliénables et sacrés. Autrement dit, le registre de la sacralité quitte les religions pour investir le domaine du droit. C'est très très important. Vous voyez cette thématique de la sacralité, comment cette fois-ci elle passe de l'un à l'autre. Et la Déclaration universelle des droits de l'homme, il y a eu une grande discussion parce que les Asiatiques ne voulaient plus du mot nature, ne voulaient plus du mot Dieu et ne voulaient pas précisément de tout ce qui circonscrit une indication relative au monothéisme. C'est pourquoi le mot de foi a été retenu. Également le mot de conscience est très important
les hommes sont reconnus comme doués de conscience. Les Européens avaient d'abord dit ils sont doués de raison. Et puis les Chinois, le délégué chinois, il a dit non, moi je ne me reconnais pas seulement dans la raison, je voudrais qu'on ajoute la conscience, parce que nous, la conscience est quelque chose de beaucoup plus important pour nous. Toutes les structures d'éveil à l'égard de l'environnement, toutes les structures d'éveil à l'égard de la société imposent la conscience, alors que la raison, on en a plus ou moins pensé aujourd'hui aux comateux, aux gens qui sont dans un état végétatif. Si vous mesurez le droit uniquement à l'autonomie dont vous jouissez, vous risquez d'exclure beaucoup de personnes. Donc, précisément, doué de raison et de conscience, et ça permet d'ouvrir déjà à autre chose que la raison, qui a été proposée par les Occidentaux, mais ça permet aussi, à partir de raison et conscience, eh bien, plus ou moins de conscience et intégrer les patients humains. Donc, les peuples et les nations proclament leur foi dans les droits fondamentaux de l'homme, et précisément le mot de dignité humaine, je l'ai cité tout à l'heure dans le 5e considérant, intervient aussi. Et là aussi, comme pour le mot de famille humaine, une définition n'est pas proposée et ne peut pas être proposée pour qu'elle ne soit pas exclusive. Si vous donnez une définition de la dignité humaine, on peut toujours vous opposer la possibilité d'une autre, précisément, définition. L'humanité fédère autour de ce qu'elle réprouve beaucoup plus facilement qu'autour de ce qu'elle approuve. Et donc, précisément, la dignité humaine va être mesurée à tous les combats contre les situations d'indignité. L'esclavage, la torture et bien évidemment le harcèlement. Toutes ces situations d'indignité vont permettre de conforter les gens dans leur dignité sans prétendre définir la dignité. C'est un enjeu très très important, ne pas durcir la personne humaine en des définitions qui peuvent précisément être préjudiciables. Donc la dignité se comprend négativement, refus de la souffrance, refus de l'inhumain, refus de la nationalisation de l'inhumain quand certains prétendent dire qu'il y a des spécificités culturelles locales et qui vont en quelque sorte relativiser les droits humains. Quand la Convention de l'UNESCO de 2005 a défendu l'idée de la dignité des cultures, elle a ajouté qu'à aucun moment la reconnaissance de la dignité des cultures ne peut fragiliser les droits humains. Par exemple, la pratique de l'excision ne saurait prétendre être une spécificité culturelle susceptible de relativiser les droits humains. Je souligne que dans la charte africaine des droits humains de 81, justement, cette excision est condamnée. La dignité est menacée de plusieurs façons. J'ai parlé de la torture, du harcèlement, de l'esclavage. On ne peut pas nier aujourd'hui qu'une société sans esclavage vit mieux qu'une société avec esclavage. On ne peut pas nier qu'une société sans harcèlement vit mieux qu'une société sans harcèlement. On a des indicateurs clairs de ce point de vue-là. Je voudrais, pour ma part, insister, puisque c'est un domaine que j'ai développé, celui des sciences de la vie et de la santé, insister sur la manière dont la dignité est menacée quand on n'a pas un accès égal aux soins, les inégalités aux soins, ce qu'on appelle aujourd'hui maintenant les déterminants sociaux de la santé. Et ces déterminants sociaux de la santé sont donnent une description de situation d'indignité qui fait que les médicaments sont conçus au nord et les maladies sont malheureusement généralisées au sud, et qu'il y a eu un combat terrible avec l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, pour que les médicaments génériques puissent être produits dans les pays du Sud. Et l'OMC a levé la possibilité de cette autorisation uniquement
dans les années 95-97, quand l'épidémie du sida était complètement ravagé complètement les États. Et donc il y a eu une exception en quelque sorte de ce point de vue-là. Je rappelle, tout ça c'est pour la protection de la propriété intellectuelle, mais la propriété intellectuelle, les idées se partagent, bien évidemment, et c'est quelque chose qui ne peut pas être articulé. Vous ne pouvez pas protéger une molécule comme vous protégez précisément le t-shirt que vous portez. Ça ne fonctionne pas de la même façon. Deux idées encore avant de terminer. Je crois que j'ai encore 10 minutes. Je voudrais insister sur les défis posés au droit international. D'abord, on pense que ce droit international, cette déclaration, comme je le disais, eh bien, c'est soit de la chicanerie, du droit sur papier, soit de la pure utopie. Je voudrais dire que de 48 à aujourd'hui, il y a eu un mouvement extraordinaire de développement du droit international qui peut-être ne vous apparaît pas, mais je vais citer quelques dates majeures. 1948, la Déclaration universelle des droits de l'homme. 1966, les droits économiques et sociaux, civils et politiques. 1981, la Charte africaine des droits de l'homme. 2001, la Cour pénale internationale. Donc, si vous voulez, quand vous reprenez le droit international dans la longueur de temps, eh bien, vous voyez qu'il y a tout de même une avancée importante. Et puis, parallèlement à ces différentes j'ai pas indiqué non plus la Cour européenne des droits de l'homme, très importante pour mes questions de bioéthique justement, mais en même temps que se développe ce droit international, il s'intègre petit à petit dans les différentes constitutions des différents États, et c'est ce que j'ai appelé en introduction les droits des droits humains, quand précisément les déclarations universelles deviennent principes constitutifs. On appelle ça donc des principes de droit et non plus des déclarations de droit. Je voudrais, je disais, pour finir, insister sur deux points. Un, sur la fragmentation du droit international. Je viens de dire qu'il avançait, oui, mais il avance dans une forme d'incohérence, c'est-à-dire que la régulation internationale ne se fait pas. Il y a l'OMC qui permet des choses, mais qui vont contre le droit de l'environnement. Et dans ce cadre-là, eh bien, on a comme un chaos, si vous voulez, entre les règles. La liberté de commerce, je cite un collègue, Martti Koskeniemi de l'université d'Helsinki, qui a beaucoup travaillé sur le chaos du droit international. Il dit ceci: la liberté de commerce protégée par le droit commercial s'oppose au principe du droit de l'environnement. Les normes de protection des investissements se heurtent aux normes de promotion du développement. On vous dit, faites des piscines et des toboggans à Marrakech, c'est bien, ça investit, ça fait du tourisme. Oui, mais vous détruisez la nappe phréatique et vous massacrez tous les villages environnants qui n'ont plus d'eau à boire parce que vous avez creusé des piscines de 10 mètres. C'est absolument scandaleux. Allez faire un tour à la sortie de Marrakech vers l'Ourika et vous voyez ce mensonge absolu, plage à Marrakech, et ce sont des groupes d'investissements internationaux qui se sont mis là-bas, qui ont creusé des piscines avec des toboggans et qui ont massacré complètement la région, qui n'a plus de boissons. Alors c'est exactement ça, je reprends la phrase, les normes de protection des investissements se heurtent aux normes de promotion du développement parce qu'ils ont massacré le développement de la région et les villageois n'ont plus rien à boire. Les règles adoptées dans le cadre de la lutte contre le terrorisme entrent en conflit avec les libertés individuelles inscrites au cœur des droits humains. Vous le savez, beaucoup de nos droits ont reculé en Europe, mais aussi ici. Regardez ce qui se passe en Égypte, par exemple. Eh bien, toutes ces règles pour contrer le terrorisme ont fait que les droits humains ont été largement empiétés. Donc une forme de fragmentation du droit international qui nous oblige en quelque sorte à nous dire qu'il faut aller vers le plus de convergence possible. Vous vous imaginez que l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, a un tribunal où vous pouvez, si votre marchandise n'arrive pas correctement, saisir le tribunal. Or, alors que, plutôt,
l'Organisation internationale du travail n'a pas de tribunal. Et paradoxe, elle doit passer par l'Organisation mondiale du commerce pour pouvoir faire valoir son droit. La paire d'Adidas que vous achetez vaut 1,75 € et elle est vendue à 75 $ aux États-Unis ou en France. Mais c'est 1,75 € qu'on donne aux enfants qui la produisent à Singapour ou surtout au Bangladesh. Le désordre de la justice internationale vient donc non seulement de l'absence de règles, mais de l'absence de convergence entre les règles nationales, internationales. Et toute l'idée, c'est précisément d'arriver à aller vers ce type de convergence. Pour les 5 minutes restantes, je fais une conclusion en 5 points. 1, Montaigne le disait déjà, pour moi c'est le début du droit international. Dans son chapitre 11 des essais, du livre 2 des essais, des essais, il dit que il faudrait arriver à substituer à l'instinct naturel, à l'inhumanité, un devoir général d'humanité. Parce que la nature a attaché en nous des pulsions d'agressivité, mais l'éducation, la civilité, la civilisation sont à même de pouvoir contrer ce travail-là, qui est celui de la cruauté. Et déjà à son époque, il avait dit que la cruauté ne va pas sans spectacle de la cruauté. Voyez ce que les Américains ont fait dans la prison d'Abu Ghraib, en filmant leurs méfaits de soldats irakiens avec une laisse tenue précisément. La cruauté suppose le spectacle de la cruauté, et on ne fait de la cruauté que par pure cruauté. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de raison à la cruauté. Et même la guerre, dira Montaigne, on ne fait de la guerre que parce que c'est la guerre. Non pas, il n'y a pas de guerre juste, il n'y a pas de... Tout ça, ce sont des prétextes de raison. Donc je voulais insister sur ce point pour donner une profondeur historique aux notions de crime contre l'humanité, aux notions de guerre contre le crime et aux notions de, précisément, de crime de guerre. Deuxième élément de conclusion, c'est, je reviens à un élément important de ma déclaration et de ce que j'ai dit au début. La déclaration dit la norme, elle ne dit pas le fait. Et très souvent, on dit oui, mais comme elle dit la norme, vous voyez bien, c'est pas ce qui se passe autour de nous. Alors, je voudrais quand même citer Amartya Sen, le grand économiste indien-américain. Lorsqu'on refuse de considérer une liberté comme un droit humain au motif qu'elle n'est pas entièrement réalisable, on oublie qu'un droit qui n'est pas pleinement respecté demeure un droit qui demande à être défendu. La non-concrétisation ne fait pas d'un droit un non-droit, elle motive la poursuite de l'action sociale. Ce n'est pas parce qu'un droit n'est pas reconnu qu'il n'existe pas, il donne plus de motivation pour pouvoir le défendre. Troisième idée, c'est que dans les droits, il faut peut-être distinguer entre les droits instrumentaux, décrets, lois, directives, règlements, et les droits référentiels. Et les droits référentiels, c'est précisément ces droits des principes fondamentaux, droits des libertés qui ne sont pas précisément des droits comme les autres, ce sont eux qui indiquent les bornes même du droit. Et donc il faut distinguer entre les deux niveaux. Il concerne quoi? Les droits indérogeables, les crimes imprescriptibles, et à partir de là, c'est eux qui en quelque sorte dessinent la réalité dans laquelle nous vivons. Quatrième idée, puisque j'ai parlé de la foi et j'ai dit qu'elle n'était pas religieuse, mais même quand on la prend en un sens religieux, je crois que, là encore, permettez-moi de citer Amartya Sen, la quête frénétique chez les Occidentaux du musulman modéré confond pondération des convictions politiques et modération des convictions religieuses. Un individu peut avoir une foi religieuse très forte, islamique ou autre, et des opinions politiques très tolérantes. Et je crois qu'il est très important de respecter la piété des gens et de ne pas suspecter dans chaque piété la possibilité d'un fanatisme. Et la cinquième idée, c'est qu'effectivement, même nos frustrations, même ce que nous ne réalisons pas, est l'indication de notre humanité. Nous sommes liés les uns aux autres
non seulement par nos échanges économiques, sociaux et politiques, mais aussi par des préoccupations qui nous sont communes, tout ce qui vient défier notre monde, violence, terrorisme qui vient le menacer, et nos frustrations communes elles-mêmes, notre sentiment partagé d'impuissance, dès lors qu'il est élément du débat public, eh bien, est l'indice de notre humanité. Je vous remercie. Merci infiniment, Monsieur Belmeklouf, à la fois sur la concision, parce que je sais que vous avez fait un effort pour rentrer dans les 20-25 minutes, et le deuxième point sur la richesse de votre réflexion et de votre contribution. Donc ceci valide, on va dire, le choix de cette rubrique de faire appel à des personnalités qui viennent du monde de la culture, des médias et de l'art, parce que ceci enrichit notre réflexion et nous permet de nous ouvrir quant aux actions à envisager. La deuxième chose, c'est que ceci valide aussi le postulat que les acteurs des questions de droits de l'homme ont tout intérêt à s'ouvrir sur la réflexion philosophique. Donc je vais vous laisser la parole si vous avez des questions ou des interventions. On a encore une dizaine de minutes, un quart d'heure. Il y a un micro dans la salle. Il y a un monsieur là-bas. Oui, je crois que ça marche. J'appuie. Ça marche. Très bien. Ben, je vous remercie vivement, M. Ali Belmeklouf, pour cet excellent exposé dont nous avons déjà l'habitude, que ce soit en assistant à vos conférences ou en vous écoutant dans différentes stations de radio dans France Culture. J'ai été vraiment, absorbé par tout ce que vous dites, sauf à un moment où, en opposant fraternité au vivre ensemble, vous semblez exprimer une certaine amertume, voire même, je dirais, un certain mépris. Personnellement, la notion du vivre ensemble est constitutive de mon appartenance à un idéal, celui d'une citoyenneté dont nous sommes en quête en permanence. Et il me semble que l'expérience culturelle dans les pays arabes, musulmans, et particulièrement au Maroc, a été traversée dans la profondeur historique par la notion de fraternité. Or, aujourd'hui, il me semble que ce sentiment de partage par la fraternité souffre de quelques insuffisances, voire même que les Marocains, je dis bien le pluriel pour éviter des généralisations abusives, ont tendance à vivre une certaine atomisation, individualisation, voire une certaine défense d'intérêt personnel, que ce soit à l'intérieur du tissu social ou dans l'espace familial. Mais l'idée du vivre ensemble me semble aujourd'hui comme une urgence, car différents apports ou emprunts culturels, y compris un certain Orient qui nous inonde par certaines valeurs dites sacrées et qui perturbent notre identité, qui était autrefois basée pas sur la notion de fraternité et de partage. Il me semble que j'aimerais bien comprendre justement votre hésitation à utiliser ce terme du vivre ensemble. Il ne me semble pas... C'est vrai que, je conclus, qu'il y a une certaine instrumentalisation idéologique du vivre ensemble et qui ne répond pas justement à nos urgences. Donc ici, je pourrais être d'accord avec vous quand vous le considériez comme une langue de bois. Mais il me semble que ce souci de citoyenneté que nous éprouvons nécessite une clarification de votre part. Je vous remercie beaucoup. نتكلم السي بالمخلوف بالعربية.
في البداية أستاذ بن خلوف الشرطوبر في البداية حول الحرب العالمية والميثاق العالمي لحقوق الإنسان. لنفرض لو لم تكن هذه الحرب العالمية هل سيكون هذا الميثاق؟ لأننا نعرف أن أغلبية الدول الأوروبية كانت مستعمرة لمجموعة من الدول في العالم الثالث. إذن هنالك كاين خلفية. حتى الدول الأوروبية التي صادقت على هذا الميثاق آنذاك لم تطبقه في الدول المستعمرة آنذاك. ناخذ المغرب، ناخذ مجموعة من الدول، أن حتى هذه فلسفة هذا القانون لأنه هو فلسفة أصلا. عبارنا والنصوص هو فلسفة. حتى فلسفة هذا الميثاق الحقوق الإنسان العالمي لم يتم تدبير ديالو تدبير ديمقراطي من طرف الدول التي صادقت عليه. هنا كيطرح الإشكال في العالم العربي. كيف نريد من اليوم في العالم العربي أن يطبق هذا الحقوق التي كان في زمن مضى أن الدول الأوروبية تخلت عنه في العالم العربي؟ هذا الميثاق العالمي لحقوق الإنسان أستاذ لحد الساعة أنا أقرأ مثلا في فيسبوك مجموعة من التعليقات حول حقوق الإنسان في المغرب، أن مجموعة من الشباب المغاربة يطالبون بعدم تطبيق حقوق الإنسان. كيف يفسر الأستاذ هذه المسألة هذه؟ كيربطوا الإجرام، انتشار الجريمة، أن سبب انتشار الجريمة هو الميثاق العالمي لحقوق الإنسان هو اللي يسبب هذا. إذن هنا كاين واحد الفهم خاطئ أصلا لهذا الميثاق. كيف يمكن لنا اليوم أن نوضح لهذا الشباب، وأشكر المجلس على هذه المبادرة حول الذكرى السبعين اللي باش تكون واحد التعريف هذا الميثاق هذا. إضافة وصلنا مجموعة من الميثاقات اللي بغينا نقولوا. كاين الميثاق الإسلامي مسكوت عليه، كاين الميثاق العربي حتى هو مسكوت عليه. ما نطولش ونختم معك بالقانون الإنساني اللي ختمتي به. القانون الإنساني ختمتي به، هذا القانون الإنساني غير معروف أستاذ تقريبا عند العامة الناس، ما يسمى قانون الحرب، المعاملات الأسرى والجنود ولا أثناء الحرب. هذا القانون حتى الدول الغربية في حدث تخلات عليه تهواية من خلال ما نراه اليوم في الحروب وما نراه. كيف يمكن للعالم اليوم أن يشرع هذا القانون رغم أن جات واحد المجموعة من الاتفاقيات، كاينه الاختياريه وكاينه اللي ماشي اختياريه لتفعيل هذا. انا كنحاول نختصر الموضوع راه شاسع والاستاذ يعرف هذا. انا احاول كيف يوصل اليوم ان نوعي الشعوب بهذا القانون ديال الحروب، خصوصا ما يقع في سوريا، ما يقع في العراق، ما يقع. وشكرا لكم. شكرا. Shukran. Je réponds d'abord à la première question. Très frappé au coin du bon sens. Je critique la notion du vivre ensemble, pas en soi, en la mettant avec le fait d'agir ensemble. C'est-à-dire que quand vous prenez le premier article de la Déclaration universelle des droits de l'homme, la fraternité est associée à l'action. Elle n'est pas associée au vivre ensemble. Et moi, si vous voulez vivre ensemble, ça ne me parle pas. Pourquoi? Parce que quand il n'y a pas un projet fédérateur d'action commune, si c'est que de la juxtaposition, vous tolérez bien la personne qui habite la banlieue, mais il ne faut pas qu'elle s'approche trop. C'est ça, vivre ensemble. Donc, si vous voulez, le mot vivre ensemble ne traduit pas la réalité dynamique d'une interaction et d'une action commune. Et c'est pourquoi je me fonde sur la deuxième partie du premier article de la déclaration qui associe la fraternité avec le fait que les uns agissent à l'égard des autres pour insister qu'il faut précisément mettre dans la fraternité l'action et pas simplement le vivre ensemble. Maintenant, ce que vous dites sur l'atomisation, l'individualisation, effectivement, je pense on ne prend pas assez conscience que la société est dans nos esprits. C'est-à-dire qu'on pense que la société, c'est juste un ensemble de conditions matérielles extérieures, sinon matérielles, du moins extérieures, qui font qu'on est ensemble. Et c'est cela qui donne aussi cette conception du vivre ensemble. Elle est dépendante d'une d'évaluation de la notion de société qui est dans nos esprits. Nous sommes plusieurs en chacun. Nous sommes des individus empiriques
parce que ma taille, mon âge ne sont pas ceux de vous, mais on ne peut pas prendre appui sur l'individualité empirique pour ne pas comprendre que l'individu que vous êtes et que je suis sont investis de valeurs sociales, et là, il n'y a plus l'individu empirique. Dans la notion d'individualité, il y a deux choses. L'individu empirique qui fait que vous n'avez pas la même taille que moi, ni le même âge, ni le même poids. Bon. Et l'individu investi de valeur, et cet individu investi de valeur, c'est lui qui m'importe, pour qu'il ne soit pas rabattu sur le premier. Et quand il y a atomisation, c'est que on évacue les valeurs humaines et sociales, on les évacue de l'individualité en pensant qu'elles ne sont que dans la société. Mais la société est dans nos esprits. Ça, c'est un enjeu pour moi essentiel. Autrement dit, moi je mets la relation humaine au statut du primat, je lui donne la primauté sur les individus ou sur les sujets humains, etc. La deuxième question, il y a deux parties dans votre question. Un, est-ce qu'il faut un contexte de guerre pour arriver à faire une déclaration, puisque j'ai associé la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 à la tragédie européenne, d'abord allemande puis européenne, de la Seconde Guerre mondiale? Eh bien, c'est une excellente question. Je pense que les normes ne viennent que dans un contexte de besoin de normes, c'est-à-dire ne viennent que dans un contexte de normalisation. C'est parce qu'il y a des scandales, c'est parce qu'il y a des infractions, c'est parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas que le droit est là pour redresser. C'est pourquoi j'associe 48 à 45, et 48 n'aurait pas été développé, 1948, la Déclaration universelle des droits de l'homme, s'il n'y avait pas eu la tragédie du nazisme, et qui a été suivie par le Code de Nuremberg pour ne pas expérimenter sur les êtres humains sans leur consentement, et qui a été suivie par cette Déclaration universelle des droits de l'homme, comme je l'ai dit, qui insiste dans son premier considérant sur le fait que nous sommes membres d'une même famille humaine. Et ça, c'est un enjeu très important, parce que c'est la seule, cette mention de famille, c'est ce qui vous permet de dire que vous n'êtes pas juste un membre de l'espèce humaine. L'espèce humaine pose des questions de survie, d'espérance de vie et de survie. La famille, l'humanité pose des questions de famille et non pas d'espèce. Et je crois que la mention de famille dans le droit, c'est ce qui permet de faire humanité. Deuxième partie, vous me dites, certains peuvent dire que cette Déclaration universelle des droits de l'homme a utilisé des références surtout européennes ou occidentales, et que précisément certains peuvent ne pas se sentir reconnus. Moi j'appelle ça, pas vous bien sûr, mais cet argument-là, le sophisme du particularisme culturel. Je recite Amartya Sen, il a dit, oui, beaucoup ont dit, l'autoritarisme est consubstantiel à toute la tradition confucéenne. L'autoritarisme est consubstantiel aux pays musulmans, etc. Il dit, c'est toujours une manière pour dire que les droits et les libertés ne vont pas être partagés. Mais qui le dit, dit-il? C'est toujours des autorités tendancieuses qui ne veulent pas intégrer les droits pour leur peuple que les peuples eux-mêmes. Parce que les peuples, quand vous les interrogez, ils veulent jouir des droits et des libertés. Donc ceux qui disent la Déclaration universelle des droits de l'homme affiche des droits qui ne peuvent pas être universels ne sont que des autorités des peuples, des autorités dans des régions où ils ne veulent pas accorder précisément ces droits au peuple. Ça, c'est un enjeu très important. Amartya Sen dit, je me suis promené dans tous les pays asiatiques, je n'ai pas vu un peuple qui dit, je ne me reconnais pas dans le droit de parler et d'agir. Donc, les droits fondamentaux, je l'ai dit, c'est des droits quotidiens. Maintenant, il y a une partie importante, parce que comme la Déclaration universelle des droits de l'homme a été faite en 1948, à un moment où beaucoup de pays étaient colonisés et n'ont pas pu participer, il est vrai qu'il y a tout un patrimoine de l'humanité au niveau des textes qui n'a pas pu, si vous voulez, qui n'a pas pu s'écluser pour donner lieu à l'expression de ces droits. Ça ne veut pas dire que ces droits n'en sont pas. Il est vrai qu'une déclaration peut toujours être se parfaire. C'est pourquoi, si vous voulez, les droits fondamentaux, il y a un mot ambigu dans fondamentaux.
fondamentaux, c'est interactif et dynamique. C'est pas fondamentaux au sens où c'est une base qu'on n'interroge plus jamais. C'est comment vous interagissez et vous les appliquez et comment dynamiquement ils rentrent dans une société. Si je reprends mon exemple de la fragmentation du droit international, comment dynamiquement aller vers la convergence des droits, parce qu'effectivement nous avons une situation chaotique de différents droits comme celui de l'investissement et de l'environnement ou du développement qui peuvent entrer en conflit. Passionnant. Moi, ce que j'ai trouvé particulièrement aussi intéressant, c'est la démarche de désacralisation, sacralisation d'un certain nombre de notions, notamment la question de la foi, la notion de la foi, même la question de la famille, la question de l'amitié, et c'est vrai du déplacement de la sphère religieuse à la sphère du droit. Et c'est ce qui fonde ou ce qui refonde cet humanisme et ce qui permet d'avoir une sorte d'argumentaire, de réponse par rapport à la question de la spécificité vis-à-vis de l'universalisme. Merci beaucoup pour cette question, elle est majeure. Je suis de plus en plus convaincu que nous avons tout à gagner à parler aux gens qui ne sont pas d'accord avec vous et que précisément dans cette sacralisation, désacralisation, la foi dans les droits fondamentaux, il faut qu'elle puisse interroger ceux qui pensent que la foi est exclusivement une foi religieuse. Et il faut arriver à mettre sur une même table ronde ceux qui ont une conception purement religieuse de la foi et ceux qui ont une conception des droits humains qui demandent aussi une foi au sens où elle n'est sans justification. Il faut faire un saut dans les droits humains. Quelqu'un qui vous dit mais pourquoi les droits, c'est ce que je disais tout à l'heure, vous n'avez pas à vous justifier. Vous dites c'est ma foi. Et c'est ça que moi j'ai voulu relever dans ce 5e considérant. Vous ne pouvez pas lutter, et là je parle si vous voulez au sens militant, vous ne pouvez pas lutter pour les droits humains si vous ne faites pas le saut, si vous êtes toujours à vous dire mais pourquoi. Et cette foi dans les droits humains est importante. Maintenant, dans une société religieuse, attendons, c'est pas tout à fait le cas au sens général. C'est un point important. On dit que la société marocaine est religieuse. Elle est religieuse au niveau de sa visibilité, au niveau de l'audition. Vous entendez le mot d'un 5 fois par jour, etc. Mais la visibilité et l'audition ne font pas complètement la gestion de la société. Il y a beaucoup d'autres facteurs qui rentrent dans la société. Et donc, vous ne pouvez... Din n'intervient dans la société que comme une des composantes. Et par exemple, pour les siècles médiévaux dont je suis spécialiste, entre guillemets, il y a une étude de terminologie qui a été faite où le mot ilm est beaucoup plus fréquent que le mot din. Le mot ilm est beaucoup plus fréquent que le mot din. Et ça, c'est un enjeu important. Pour revenir à votre question, il faut faire une hybridation du sacré et du non-sacré pour arriver à mettre en dialogue et aplanir les difficultés, parce que les difficultés très souvent sont linguistiques et ne sont pas plus que linguistiques. Nous allons avoir une autre... Est-ce qu'il y a une autre intervention? Une dernière. Bref. Hein? Deux. Il y a quelqu'un qui n'est pas intervenu, on va lui donner la parole, s'il vous plaît. Merci beaucoup tout d'abord pour votre intervention. J'aimerais revenir sur la notion du vivre ensemble, et j'adhère totalement à votre analyse. Je pense que quand les acteurs politiques utilisent cette expression, ils sont un peu dans le prêchi-prêcha, dans la mesure où il n'y a pas de dimension projective. Et je voulais simplement rappeler la formule qui me paraissait beaucoup plus intéressante pour un politique, qui était celle de Jean Jaurès, qui disait « Comment faire société ?» Et à l'époque, quand il disait « Comment faire société ?», c'est bien parce qu'en tant que politique, il avait un projet qui était le projet d'une double émancipation de la classe ouvrière, à la fois par les luttes sociales, mais une émancipation d'une morale religieuse. Je rappelle d'ailleurs que la notion de vivre ensemble, c'est le titre du journal de la Fédération protestante de France.
Quand ce sont des religieux qui parlent de vivre ensemble, il n'y a pas de problème, puisque l'explication, c'est la transcendance, quelle que soit la tradition religieuse. Mais quand ce sont des acteurs politiques, ce qu'on leur demande, c'est d'avoir un projet politique. Et quand ils utilisent abondamment l'expression vivre ensemble, comme ils le font aujourd'hui, quelque part, ça traduit peut-être le vide de sens de la pensée politique. Je vous remercie. Merci de votre remarque de confirmation et vous donnez le contexte de l'expression. Il est vrai qu'elle a un petit parfum de sermon, en quelque sorte. J'aurais pensé sermon jésuite, mais vous dites que c'est protestant. Bon, merci. Vous n'allez pas être frustré, vous allez conclure comme vous avez commencé le débat. Je remercie le dernier intervenant pour son éclaircissement, son éclairage. Brièvement, oui, à propos du droit et des instruments qui organisent et la norme et les liens sociaux, vous n'avez pas évoqué le statut des minorités, oui, comment ils sont pris en considération, que ce soit des minorités culturelles transplantées, que ce soit des minorités qui existent parmi nous mais qui utilisent une autre langue et qui peut-être vivent une situation de marginalisation. Donc comment ils sont considérés dans cet ensemble juridique? Merci. Rapidement, quand on se place du point de vue des droits humains, vous reconnaissez bien évidemment un pouvoir à la majorité. Une majorité qui se prononce, vous lui reconnaissez un pouvoir. Mais une fois que vous avez reconnu un pouvoir à la majorité, vous avez deux possibilités. Soit cette majorité définit elle-même ce qu'elle va laisser comme droit aux minorités, soit vous lui dites non, vous avez le pouvoir, mais il y a un droit des minorités qui ne dépend pas de vous. C'est pas vous qui allez dire les minorités vont jouir de tels droits. Et je crois que c'est là la confusion. Dans un État démocratique, ou en tous les cas qui pose l'horizon et l'exigence démocratique, c'est qu'il reconnaît un pouvoir à la majorité et un droit aux minorités qui peut précisément s'opposer à ce pouvoir de la majorité et non pas précisément attendre de cette majorité qu'elle puisse donner une conscription ou une inscription ou un cadre à ce droit des minorités. Merci. Merci. Merci encore au professeur Belmakhlouf. Les activités du CNDH vont continuer avec une séquence hommage qui va avoir lieu d'ici 5-10 minutes. Voilà.